Alors maintenant, on va voir une méthode pas à pas afin de déboguer correctement la plupart des bugs rencontrés. Donc on attaque la dernière leçon, déboguer du CSS, les étapes à effectuer. Information générale, un bug peut venir de beaucoup d'endroits en CSS. Je vous propose ici de suivre une checklist vous permettant de déboguer la grande majorité des problèmes que vous pouvez rencontrer. Cette liste peut être suivie dans l'ordre ou non, suivant le problème rencontré. Donc oui, quand on teste une page, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Par exemple, vous testez un événement JS, vous implémentez un scroll infini, et puis vous voyez un bug visuel, un bug qui a l'air d'être du CSS. Ça peut être lors d'un clic quelque part. Je vous invite, lorsque vous testez vos pages et vos fonctionnalités, à essayer de faire bugger le plus possible vos applications, vos sites, etc. Donc vous pouvez spammer les clics, vous pouvez spammer le scroll. S'il y a du drag and drop, pareil, vous me spammez tout ça. Faut vraiment essayer de casser l'interface et de casser le design pour voir si quelque chose ne va pas tout simplement. Alors parfois il n'y a même pas besoin de casser le design, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire on code quelque chose et boum, on tombe sur un bug. Donc vous voyez, ça peut venir de plein d'endroits différents, et donc une fois que ça arrive, eh bien vous pouvez suivre cette méthode que j'ai créée juste ici. Donc la première chose à prendre en compte, c'est le layout et encore le layout. Donc le layout, c'est le mode de positionnement, le layout mode, d'accord? Donc on a le flexbox, grid, position layout, etc., etc. Une des premières choses à prendre en compte est le mode de positionnement de l'élément qui bug et celui de son parent. Les modes de positionnement influent à la fois sur l'élément en question et sur ses enfants. Voici tous les modes de positionnement. Ok? Donc quand on a un élément qui bug en question, il faut savoir ce que c'est. Pourquoi il faut savoir ce que c'est? Parce que chaque layout mode va se comporter d'une manière différente. Donc il faut savoir ça, sinon ça sert à rien. On va utiliser une propriété width, ça va pas fonctionner. On va utiliser une propriété margin top, ça va fonctionner différemment qu'avec un autre layout mode, etc. Donc layout mode, ça c'est vraiment l'astuce ultime, je dirais que c'est le plus important. Layout et position en dessous. Donc on a le normal layout ou le flow layout, c'est le positionnement par défaut de base qui va positionner les éléments blocs et les éléments inline. Éléments blocs et éléments inline qui sont des sous-layouts, on va dire, des sous-layouts du normal layout. Ok, c'est ceux qui font partie de cette disposition de base. Ok, ensuite on a le table layout, ça c'est quand on veut créer, vous savez, des tableaux. Le table layout, ça s'utilise encore aujourd'hui, pourquoi pas. Et là aussi, eh bien, il y a des fonctionnements en rapport avec les tableaux spéciaux, et donc c'est le table layout. On a accès à certaines propriétés, ce genre de choses. On a le float layout, c'est le positionnement des éléments flottants. Donc ça, c'était très à la mode il y a assez longtemps. On voulait mettre tout le temps une image qui flotte dans du texte, mais je peux le voir encore de temps en temps, c'est vrai. Et notamment, il y a des nouvelles propriétés avec Float qui sont sorties qui permettent de faire des rendus pas trop mal. Donc voilà, c'est le float layout, ça va flotter à gauche ou à droite et le contenu inline va se placer autour. On a le multi-column, positionnement peu connu permettant de créer des colonnes. Voilà. Donc ça c'est pas trop utilisé parce qu'on a Flexbox et Grid qui permettent de faire ça de manière assez simple. Voilà, c'est un positionnement qui existe, mais qui n'est pas très utilisé. C'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé dans ce cours, parce qu'entre nous, il est pas très utilisé. Ensuite, très utilisé, c'est le Flexbox Layout, positionnement des boîtes flexibles et de leurs enfants, et positionnement des enfants des boîtes flexibles plutôt. Je vais en parler juste après. On a Grid Layout, positionnement du grid container et de ses enfants dans une grille. Position layout, le comportement de toutes les positions possibles. Ok, donc ce que j'ai envie de dire ici, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il faut vraiment séparer deux familles en fait. Il faut séparer deux familles. Les modes de positionnement qui vont positionner leurs enfants, comme Flexbox. Quand on utilise Flexbox, c'est pour positionner les enfants. Quand on utilise grille, c'est pour faire une grille dans le contenu de l'élément, pour positionner les enfants de l'élément. Normal flow layout aussi, ça positionne les enfants, en bloc layout. Table layout aussi. Multi-column aussi. Et on a la seconde famille, la famille positioned et float. D'accord? Float, c'est l'élément en question qu'on veut positionner. Ce n'est pas les enfants de float. Et position layout, c'est l'élément en question. On veut qu'il soit absolute, fixed, sticky, relative, etc., etc. Donc il faut vraiment séparer ces deux familles-là. Est-ce que finalement je suis sur un layout qui change cet élément en question, et là déjà ça ouvre un faisceau d'indices, ou est-ce que je suis sur un layout qui modifie la position des enfants? Voilà. Mais après, il faut savoir que chaque layout en question, par exemple, même si Flexbox Layout, c'est fait pour positionner les enfants dans un container flexible, eh bien, le container flexible va avoir certaines caractéristiques dues à l'utilisation de DisplayFlex. Bon, déjà, il va avoir accès à toutes les propriétés Flexbox, mais aussi, il va être en display block
flex de base, en fait. Si vous mettez flexbox, c'est comme si vous aviez mis block flex. Donc l'élément va être block. Mais il existe aussi inline flex. Donc on voit que à chaque fois, en fait, les layouts, même s'il y a deux familles, eh bien, un layout va avoir un effet, en général, donc soit sur les enfants, soit sur l'élément en question. Mais dans les deux cas, il va en tout cas avoir deux effets, même s'il y en a un qui est plus marqué que l'autre, on va dire. Voilà, bon. Ok, donc le layout, très important, savoir comment tout ça fonctionne, connaître les règles en vigueur qui ont lieu quand on utilise ça. Ça va vraiment, je dirais, j'ai pas envie de sortir un chiffre de mon chapeau, mais 40, 50, 60% des problèmes peuvent être résolus si vous connaissez ça, en fait. Si vous savez repérer tout ça. Et les positions également. Donc, le position layout a plusieurs... il y a plusieurs types de position layout, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc ça fait partie de la famille des layouts qui servent à positionner l'élément en question. Donc les positions sont utilisées pour changer la place d'un élément en question, le sortir du flux, le rendre relatif à certains parents, etc. Le position layout rassemble toutes les positions possibles qui ont chacune un comportement spécial. Il faut impérativement savoir comment elles fonctionnent et quelle est la position de l'élément à débugger. Donc autant le layout que la position. Alors la position est statique par défaut. Et quand elle est statique, on dit que l'élément n'est pas positionné. Il est unpositioned. Alors que lorsque je mets une autre valeur, on dit qu'il est positioned. Dans la doc, c'est écrit comme ça. Donc ça, c'est le positionnement par défaut des éléments. Il n'y a pas d'effet secondaire notable. Voilà, c'est le position statique. Ensuite, relative, la position la moins destructrice des positions. À part statique, évidemment. L'élément reste dans le flux du parent et on peut utiliser top, left, right, bottom et the index. Et ces propriétés-là vont être relatives par rapport à la position de l'élément dans le flux, dans le flux du document, donc par rapport aux autres éléments autour, d'accord, à ces autres frères, à ces autres éléments qui y a autour, les autres éléments du même niveau. Ok, ce qui n'est pas la même chose en absolute. Absolute, c'est par rapport au dernier parent positionné ou au bloc initial, alors que relative, c'est par rapport à sa position dans le flux, et c'est même pas sorti de la position. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la moins destructrice, c'est-à-dire que quand vous allez mettre position relative, rien ne va se passer visuellement, d'accord, c'est comme ça. Elle est utilisée en général justement comme point d'ancrage des enfants qui sont positionnés en absolute. Si vous avez un enfant en absolute, vous mettez position relative sur le parent, comme ça, c'est relatif absolute au premier parent positionné, donc à cet élément-là, sans que ça détruise quoi que ce soit dans cet élément en question. Voilà. Donc absolute, une position destructrice, qui retire l'élément du flux et positionne cet élément par rapport au dernier ancêtre positionné, sinon par rapport au bloc initial, dont les dimensions sont définies sur le viewport, sont basées sur le viewport initial de la page, le rectangle tout en haut. Alors le viewport initial de la page, c'est la partie visible tout en haut de l'écran. Donc la partie visible, c'est ça, et c'est un rectangle qui fait, vous voyez, toutes les hauteurs et toutes les largeurs ici. Et si un élément en position absolute n'a pas de parent positionné, il sera positionné par rapport à ce rectangle initial, comme ça. Voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on a fixed. Même comportement qu'absolute, c'est retirer du flux, mais positionne l'élément, sauf exception, par rapport au viewport, à la partie actuellement visible de la page. Donc pas le viewport initial, mais le viewport ici qu'on voit quand on scrolle comme ça, qui nous suit. Et bien ce sera positionné donc par rapport à ça. Donc c'est très pratique, fixed, pour faire une navbar, par exemple, fixée, pour créer un footer fixé, il n'y en a pas trop. Ça peut être pour une promotion fixée peut-être, un menu sur le côté, un bouton qui reste tout le temps collé à l'écran, vous voyez, ce genre de choses. Et il faut savoir que certaines propriétés vont créer un fixed end absolute position context ou block, quelque chose comme ça. Et donc, par exemple, vous utilisez transform sur un parent, fixed va être positionné par rapport à cet élément transformé. Voilà. Ce qui est en général pas ce qu'on veut, ça n'est pas ce qu'on veut en général. On tombe assez rarement sur ce bug parce que aussi un élément fixe en général, on le met pas comme enfant ou vraiment très profondément dans notre HTML, on le met en général tout en haut vu qu'il est fixé. Donc on rencontre pas trop ce problème. Mais il faut savoir que si on transforme un élément, ça va devenir le nouveau point de référence des éléments absolutes et fixed notamment. Et ensuite il y a sticky qui colle au viewport une fois que l'utilisateur atteint le niveau de l'élément en scrollant. Donc vous avez un élément par exemple ceci, d'accord, donc j'arrive ici, je scroll, il se passe rien. Et puis au moment où le viewport touche comme ça le haut de l'élément, il va rester fixé. Et ça va me suivre comme ça. Donc ça, j'ai déjà vu utiliser sur des sites comme Airbnb, par exemple, ce genre de choses, avec une sorte de menu sur le côté, qui va commencer à nous suivre seulement quand on atteint son niveau. Voilà. Ok, donc là, si vous maîtrisez les layouts et les positions, vous pouvez tacler énormément de problèmes. Il faut vraiment avoir cette vision quand on est en CSS. Et c'est ça qui va vous différencier en général un débutant.
il essaye de résoudre les problèmes seulement au niveau des conséquences, en fait. Il y a le feu quelque part, bon, il met un peu d'eau par-ci, il met un peu d'eau par-là, mais il voit pas que la structure en elle-même ne fonctionne pas, il comprend pas trop tout ça. Voilà. Il ne faut que penser en layout. Il faut que penser en layout. Quel est le layout de cet élément? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le layout du parent, potentiellement? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a ces données, on peut débugger. Alors ensuite, ça ne veut pas dire qu'il y a que des bugs qui viennent de là, hein. On va voir d'autres types de bugs possibles. Le contexte empilement. Alors ça fait combien de temps que je suis en train de parler ici? 10 minutes déjà, on va faire une petite pause et on continue juste après.